Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce jeudi 16 mai. À la une de l'actualité aujourd'hui, une figure de l'ETA a été interpellée en France. La police a mis un terme à plus de 16 ans de cavale pour Txosu Ternera, ancien chef de l'organisation séparatiste basque. L'Autriche interdit le port du voile islamique dans les écoles primaires du pays. Les députés ont voté le projet de loi porté par la coalition qui inclut l'extrême droite. La pollution due au plastique menace de plus en plus les océans. Pour savoir d'où viennent ces déchets et lutter contre ce phénomène, une goélette de la fondation Tara Océan partira en direction des fleuves européens d'ici quelques jours. Toujours des interrogations, mais peu de réponses après le sabotage de plusieurs tankers saoudiens dans le détroit d'Ormuz. Interview exclusive à suivre dans un instant avec le chef de la diplomatie des Émirats arabes unis. Cela faisait plus de 16 ans qu'il échappait à la police des deux côtés des Pyrénées. L'ancien chef de l'ETA, Txosu Ternera, a été interpellé aujourd'hui en France, en Haute-Savoie, après plusieurs tentatives d'arrestation infructueuses. Le récit de Stéphanie Morbois. C'était le militant de l'ETA le plus recherché par les polices espagnoles et françaises depuis 2002. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et avait échappé de justesse à plusieurs tentatives d'arrestation. Ce matin, Txosu Ternera, l'ancien numéro 1 de l'organisation séparatiste basque, a été arrêté à Sallanches, en Haute-Savoie en France, après plus de 16 ans de cavale. Aujourd'hui âgé de 68 ans, Ternera serait gravement malade. Le chef de gouvernement espagnol Pedro Sánchez a rendu hommage dans un tweet à la Guardia Civile et à la Direction générale de la sécurité intérieure française. L'ancien ministre espagnol de l'Intérieur, Juan Ignacio Zoido, a salué à son tour une magnifique nouvelle. Ternera était l'un des chefs les plus influents de l'ETA. Il avait été tour à tour l'inspirateur d'une stratégie d'attentats meurtriers dans les années 80, puis promoteur de négociations de paix avec l'État espagnol avant d'être écarté de la direction du groupe. En 1990, il avait été condamné par la justice française à 10 ans de prison et 5 ans d'interdiction de séjour pour association de malfaiteurs. J'ai été, je suis et je serai toujours membre de l'ETA, je suis fier de l'être, avait-il alors déclaré à son procès. L'ETA a été dissoute en 2018 après 4 décennies de violence. Toujours dans l'actualité judiciaire, en France, le parquet a requis de la prison ferme à l'encontre de Patrick Balkany et de son épouse Isabelle. Le couple était jugé pour fraude fiscale, mais le principal volet du procès pour corruption va débuter ce lundi. Marc Bouchage. En France, prison ferme et inéligibilité requise contre les époux Balkany accusés d'avoir dissimulé leur patrimoine. Jeudi, le parquet national financier a requis 4 ans de prison ferme contre le maire Les Républicains de la commune de Levallois-Perret, située dans l'ouest parisien, et 4 ans, dont 2 avec sursis pour sa première adjointe, qui est aussi sa conjointe. L'accusation a également demandé une peine d'inéligibilité de 10 ans pour fraude fiscale contre le couple proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Dans le second volet du procès qui commencera la semaine prochaine, Patrick et Isabelle Balkany risqueront cette fois 10 ans de prison pour blanchiment et corruption. Le jugement sera rendu début septembre. C'est une alliance qui a longtemps été un moteur pour l'Union européenne, mais aujourd'hui, les désaccords entre Paris et Berlin sont nombreux et la chancelière allemande ne s'en cache pas. Les explications de Julien Pavy. Contrairement aux apparences, tout ne va pas pour le mieux dans le couple franco-allemand. Dans une interview accordée aux Süddeutsche Zeitung, Angela Merkel évoque ses relations avec Emmanuel Macron et confie certains points de tension avec le président français. Bien sûr, nous avons des confrontations. Il y a des différences de mentalité. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont eu des divergences ces derniers mois, notamment sur la gestion du Brexit et les reports successifs du divorce, auxquels Emmanuel Macron s'était montré peu favorable. Des divergences aussi sur le gel des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, décidées par l'Allemagne après l'affaire Khashoggi, décision que le président français n'avait pas suivie. Enfin, plus globalement, les deux dirigeants ont eu des divergences de vues sur l'avenir de l'Union européenne, même si Angela Merkel souligne les énormes progrès réalisés en matière de défense. La chancelière se réjouit notamment de la décision commune de développer un avion de combat et un char.
Angela Merkel évoque par ailleurs des différences d'agenda politique qui ont pu créer des décalages, notamment quand elle était engagée dans des tractations complexes en Allemagne pour former une coalition gouvernementale. Elle pointe aussi des différences de fonction politique avec le président français qui, contrairement au chancelier, ne siège pas devant les députés. Enfin, à quelques jours des élections européennes, Angela Merkel évoque un scrutin spécial d'une grande importance et elle ne cache pas son inquiétude pour l'Europe. L'Autriche a décidé d'interdire le port du voile islamique dans les écoles primaires. La Chambre basse a donné son feu vert à ce projet de loi porté par la coalition d'ultra-droite et destiné à envoyer un signal à l'islam politique selon le FPE. Romain Gauguelin. Les députés autrichiens ont voté l'interdiction du port du voile islamique dans les écoles primaires. Le texte était soutenu par la coalition gouvernementale composée des conservateurs de l'EVP et des nationalistes du FPE. Le porte-parole du FPE chargé de l'éducation explique qu'il s'agit d'un signal contre l'islam politique, alors que le gouvernement précise que l'interdiction ne concerne pas la coiffe des hommes sikhs ou la kippa des juifs. Presque tous les députés de l'opposition ont voté contre ce texte, qualifié par certains d'une manœuvre du gouvernement pour faire les gros titres de la presse, sans pour autant s'occuper des problèmes de l'enseignement. Bruxelles vient de sanctionner 5 banques. Leur tort, s'être livrés à des ententes élaborées par leurs courtiers et qui portaient sur des opérations de change. Les précisions de Maxime Bios-Duplan. Ils mettaient au point leurs petites ententes concurrentielles dans le train le matin en allant travailler. Les traders de devises, membres de ce petit groupe Essex Express, causent bien du tort aujourd'hui à leurs employeurs, les banques Barclays, Citigroup, JP Morgan, MUFG et Royal Bank of Scotland. L'Union européenne vient de leur infliger des amendes d'un montant total de 1,07 milliard d'euros pour 2 ententes entre leurs courtiers sur des opérations de change. La banque suisse UBS, dont des courtiers ont participé eux aussi à ces systèmes de triche, a été exemptée de sanctions financières, car c'est elle qui a dénoncé l'affaire aux instances européennes de régulation. C'est un véritable fléau environnemental qui menace les océans depuis des années, mais qui progresse à une vitesse inquiétante, la pollution due au plastique. Il y a 2 jours, la plongée la plus profonde jamais réalisée a conduit à trouver ce type de déchets, même par près de 11 km de fond. Alors comment lutter contre ce phénomène? La Fondation Tara Océan et le CNRS lancent une nouvelle mission dès la semaine prochaine. Pour en parler, nous sommes avec Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quels seront tout d'abord les terrains d'exploration et les contours de cette prochaine mission qui se nomme aux sources de la pollution plastique? Alors la Fondation et la Goélette, cette année, vont se tourner vers les côtes européennes. On va aller étudier avec les scientifiques du CNRS et de plusieurs laboratoires impliqués avec le projet. Ça va s'intéresser aux fleuves, à 10 des plus grands fleuves européens, pour essayer de comprendre ce qui sort, la pollution plastique qui sort de notre continent vers la mer. Alors comment est-ce qu'on identifie ces foyers de dispersion des déchets plastiques? Alors la Goélette et les scientifiques à bord vont aller sur les fleuves, l'estuaire des fleuves, pour aller collecter ce plastique qui sort de notre continent, qui sort de nos villes, qui sort de nos territoires, en mettant des filets à l'eau, en collectant des échantillons, en mesurant ce plastique entre la surface et 50 mètres de profondeur. Et puis pour essayer de comprendre quoi? Pour essayer de comprendre quel plastique il s'agit, comment il est colonisé par le vivant et comment il affecte le vivant également. Et puis aussi essayer de trouver quelque part quelle filière est à la source de ce plastique, quelles sont les fuites, où demain il faudra investir pour essayer d'arrêter ce flot de plastique vers la mer. Vous travaillez avec le laboratoire européen de biologie moléculaire. De quelle manière les chercheurs sont-ils impliqués dans cette mission? Le MBL, ce laboratoire de recherche européen, travaille avec nous sur l'impact de ces polluants, de ces microplastiques sur la santé humaine in fine. Et donc c'est pour ça qu'on est très impliqué avec celui-ci. Au cours de cette mission, vous irez aussi à la rencontre du public pour le sensibiliser à ces problématiques? Oui, je crois que cet enjeu plastique est un problème sociétal européen. Ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de mauvais joueurs et de gentils consommateurs. Je pense que les consommateurs, les producteurs, les industries, les élus, on a tous notre part à faire sur cet enjeu-là. C'est tous ensemble. Finalement, on est sur le même bateau, j'ai envie de vous dire.
La solution viendra de tout le monde. Et de raconter ça, d'éduquer les gens sur ces enjeux de plastique, disant que ce n'est pas en mer que ça se passe, c'est surtout à terre qu'il faut agir. C'est chez nous qu'il faut agir pour arrêter ce fléau. C'est important pour que les gens prennent conscience et que la société se mette en route vers des solutions. Et ce qui est bien, je dis ça, il s'agit de trouver des solutions à ce défi du XXIe siècle. Et où est-ce que vous ferez escale en quelques mots pour savoir où est-ce que vous rencontrerez le public? Alors, on fera escale dans plusieurs villes, 18 escales en Europe, en France bien sûr, mais aussi à Londres, à Hambourg, à Oslo, à Barcelone, à Rome, et puis les villes françaises bien sûr, Marseille, Bordeaux, Brest et Saint-Malo. Merci Romain Troublé d'avoir été avec nous. Ben, je vous en prie, merci beaucoup et vous êtes tous bienvenus à bord quand on fait escale. C'est un geste qui attise les tensions en pleine crise entre l'Iran et les États-Unis. Le sabotage de navires saoudiens et émiratis survenu à la sortie du détroit d'Ormuz ce dimanche. Pour l'instant, aucun détail n'a filtré sur ces attaques, mais Euronews a pu rencontrer le chef de la diplomatie des Émirats arabes unis pour revenir sur ces incidents. Après l'attaque contre 4 pétroliers dans le port de Fujairah aux Émirats arabes unis, Euronews a rencontré Anouar Gargash, le ministre d'État émirati aux Affaires étrangères, au sujet de l'enquête en cours. La question cruciale est de savoir qui est responsable de ces attaques de pétroliers. Les États-Unis n'ont pas hésité à pointer du doigt l'Iran, mais votre enquête avec des partenaires français et américains est en cours. Que pourrait-elle révéler ? Nous menons une enquête avec l'aide de la France, des États-Unis et avec la coopération de nos organismes d'État. Je le redis, je ne veux vraiment pas spéculer et en particulier parce que cela arrive dans une période très sensible dans la région. Et je crois que cela serait assez imprudent de ma part de le faire. Je crois que l'on doit envisager la désescalade. Je crois qu'on doit regarder la situation actuelle avec beaucoup de sagesse et de prudence. Nous serons très clairs avec les résultats de l'enquête et nous devrions les présenter dans les prochains jours. Les États-Unis ont dit qu'ils ne voulaient pas de conflit, mais ils ont déployé des navires de guerre dans le Golfe. Quelle conclusion doit-on en tirer ? Il y a beaucoup de déclarations et de démentis, et si l'on regarde toutes les déclarations iraniennes qui se contredisent les unes les autres, cela n'aide pas vraiment. La façon dont les Émirats gèrent cette crise est d'essayer d'être objectif et d'essayer d'être rationnel dans sa gestion de la situation actuelle. Personne ne veut de guerre, mais nous devons aussi être très clairs. Nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, principalement à cause de l'attitude de l'Iran. C'est une accumulation de comportements iraniens dans la région qui joue un rôle d'intimidation en interférant dans les affaires arabes, en n'admettant pas que leur attitude les a conduits à certaines des sanctions dont ils se plaignent. L'Iran a jugé préoccupant et regrettable ces incidents maritimes et appelle aussi à une enquête. Enfin, un mot de cinéma avant de refermer ce journal et direction la Croisette, où les professionnels du 7e art ont salué la carrière de celui qui a donné des frissons à d'innombrables spectateurs, John Carpenter. Les précisions de Maxime Bios-Duplan. John Carpenter à l'honneur à Cannes. Le réalisateur américain, auteur de films fantastiques mythiques comme Christine ou La Chose, a reçu dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs le Carrosse d'Or 2019. Je suis honoré, mais je crois que c'est parce que je suis vieux, a-t-il ironisé à 71 ans. Je vis toujours le mystère profond de la persistance de la vision qui me permet de créer un univers et de raconter une histoire qui sera partagée par une foule de personnes dans le noir. Qu'il s'agisse d'un zootrope, d'un projecteur de style artistique ou d'une matrice numérique, les gens vivent dans la lumière. C'est ce transport d'un public à travers le monde de la lumière et les ombres qui l'entourent dont je suis fier de faire partie. Merci du fond du cœur. Et puisque John Carpenter est aussi reconnu pour la musique de ses films qu'il a souvent écrite et interprétée lui-même, à la grande époque du synthétiseur,
C'est un hommage musical qui lui a été rendu dans l'attente de la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Halloween. From the creator of Halloween, the ultimate experience in terror and suspense. John Carpenter's The Fog, starring Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis. John Carpenter's Escape from New York, the ultimate adventure of escape and survival. L'année dernière, John Carpenter est revenu à l'une de ses premières amours en produisant la suite du cultissime Halloween, et toujours 40 ans après, avec Jamie Lee Curtis. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site. Très belle soirée à tous.